Bonjour et bienvenue dans Africa News Today, votre rendez-vous d'information hebdomadaire. Je suis Pascal Kenya et voici les titres. Un réseau de l'organisation État islamique a été démantelé en Côte d'Ivoire et à Madagascar. L'agriculture capverdienne se transforme grâce à la nouvelle politique agricole du pays. À l'approche des élections présidentielles et législatives en Namibie, les sondages annoncent que le pays est en passe d'élire sa première femme présidente. Un réseau de l'organisation terroriste État islamique a été démantelé en Côte d'Ivoire et à Madagascar fin juillet. La filière avait pour objectif d'envoyer des djihadistes du Moyen-Orient vers l'Europe. Les forces de l'ordre malgaches et ivoiriennes ont démantelé fin juillet une filière de l'État islamique. Selon une enquête du journal Le Monde, le réseau aurait été mis en place pour organiser le voyage de djihadistes du Moyen-Orient vers l'Europe. 8 Syriens et Irakiens ont été interpellés en Côte d'Ivoire et à Madagascar avec l'assistance des services de renseignements américains et français. Ils sont accusés d'avoir fourni de faux papiers et de faux visas à des djihadistes. 3 anciens combattants de l'État islamique et membres d'une même famille syrienne seraient au cœur de ce réseau, monté à Antananarivo après leur sortie d'une prison soudanaise il y a 2 ans. Ils auraient ensuite commencé à échanger avec des complices à Abidjan. La filière ivoirienne est par ailleurs soupçonnée d'avoir projeté un attentat pendant les Jeux Olympiques de Paris. Malgré la chute de son califat en 2019, l'État islamique cherche toujours à s'implanter dans de nouveaux pays, en Europe mais aussi en Afrique. Le Cap-Vert poursuit sa transformation agricole après une grave période de sécheresse. Des infrastructures innovantes réussissent à s'implanter grâce à la nouvelle politique agricole adoptée. Plus de détails dans notre sujet, réalisé par Wahani Johnson Sambou. Le Cap-Vert fait sa mue dans le domaine de l'agriculture et ce décor verdoyant en est l'un des symboles. Frappé par une grave sécheresse il y a encore 4 ans, l'archipel est dans une phase de transformation agricole phénoménale, portée notamment par des infrastructures comme cette usine de dessalement de l'eau de la mer. Une politique agricole qui suscite beaucoup d'espoir, comme l'explique cet ingénieur agronome. Ces appuis, dans le sens d'augmenter la production avec beaucoup des améliorations sur l'accès à l'eau, vont permettre à l'agriculteur de mieux vivre, parce qu'il vit déjà de sa production, mais des fois avec un complément. Il n'est pas seulement agriculteur, il travaille dans la construction ou bien dans l'électricité, et après il fait de l'agriculture. Mais avec ce boost qu'il va recevoir, il pourra vraiment vivre que de sa production agricole. C'est une véritable révolution qui s'opère dans le domaine agricole au Cap-Vert. Le pays entreprend d'importants investissements dans des cultures innovantes, mais également des projets de dessalement de l'eau de la mer. À cela s'ajoute un ambitieux système d'assurance en faveur des acteurs du secteur, très salué ici. Et cette politique fait du Cap-Vert un exemple pour la sous-région. Un modèle encouragé notamment par la FAO qui plaide pour un élargissement des politiques de protection sociale. Le sujet était d'ailleurs au cœur de la 16e réunion cette semaine à Praia de l'équipe multidisciplinaire du Bureau Afrique de l'Ouest de l'organisme onusien. Tous ces mécanismes de protection sociale requièrent de l'investissement. Et dans la plupart de nos pays, nous pensons que la protection sociale est budgétivore et nous pensons qu'elle coûte cher. Et nous voulons que nos gouvernements pensent de la protection sociale en termes d'investissement dans le capital humain. Le niveau de la protection sociale en Afrique de l'Ouest reste encore loin des attentes. La couverture est évaluée à seulement 13% de la population pour au moins une prestation, selon la FAO. Les élections présidentielles et législatives auront lieu ce mercredi en Namibie. Selon les derniers résultats anticipés annoncés par la Commission électorale nationale, c'est la vice-présidente Netumbo Nandi-Ndaitwah et son parti SWAPO qui sont en tête. La Namibie pourrait élire sa première femme présidente lors des élections de mercredi 27 novembre.
Au moins 1,4 million de personnes, soit environ la moitié de la population, se sont inscrites sur les listes électorales, avec 15 partis politiques en lice pour la présidence et les sièges à l'Assemblée nationale. Parmi les candidats en lice, la vice-présidente du pays, Netumbo Nandi-Ndaitwah, et son parti, la South-West Africa People's Organization, ont été annoncés en tête par les résultats anticipés révélés par la commission électorale de Namibie. Âgée de 72 ans, elle a promis de créer davantage d'emplois et de s'attaquer au taux de chômage de 20% chez les jeunes. Son parti devra faire face à la concurrence des Patriotes indépendants pour le changement, dirigés par Pendulani Itula, et le parti Affirmative Repositioning de Job Amupanda. Il était à la fois l'une des voix majeures de la littérature en afrikaans et un critique tenace de l'apartheid. L'écrivain et poète sud-africain Breyten Breytenbach est décédé à Paris à l'âge de 85 ans. Est-ce que vous savez quel rôle... L'écrivain sud-africain Breyten Breytenbach, figure emblématique de la lutte contre l'apartheid, est décédé dimanche à Paris à l'âge de 85 ans. Poète, écrivain et peintre, Breytenbach avait quitté l'Afrique du Sud au début des années 1960 pour s'exiler en France, où il a poursuivi son combat contre le régime de ségrégation raciale. Au cours de sa carrière, il a publié une cinquantaine de livres, dont son œuvre la plus célèbre, Confession véridique d'un terroriste albinos. Ce récit est inspiré de son emprisonnement en Afrique du Sud. En effet, il a passé 7 ans en détention dans son pays, après y être retourné illégalement en 1975. Son arrestation et son emprisonnement étaient liés à son soutien au Congrès national africain de Nelson Mandela, alors interdit. Le président français d'alors, François Mitterrand, avait joué un rôle clé dans la libération de Breyten Breytenbach en 1982. Comme chaque semaine dans Africa News Today, voici l'agenda avec quelques dates importantes à retenir. Le président du Nigeria, Bola Tinubu, effectuera une visite d'État en France les 28 et 29 novembre. C'est la première fois depuis 2000 qu'un président nigérian se rend à l'Élysée. La Côte d'Ivoire accueille la première édition du Salon international des ressources extractives et énergétiques du 27 novembre au 2 décembre. L'événement rassemblera les leaders mondiaux des secteurs miniers, pétroliers et énergétiques. L'Afrique du Sud prendra officiellement la présidence du G20 le 1er décembre. Le président brésilien Lula da Silva avait officiellement clôturé le dernier sommet du G20 en remettant le flambeau à Cyril Ramaphosa. Enfin, le président sortant américain Joe Biden est attendu en Angola pour une visite de 3 jours dès le 2 décembre. C'est la fin d'Africa News Today. À la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Pour plus d'informations, restez sur Africa News et africanews.com.